roulement de tambour. La procrastination. La procrastination, c'est l'art de remettre à demain ce que tu peux faire le jour même. Sauf que je vois pas ça comme ça. Pour moi, quelqu'un qui procrastine ne fait que mettre du délai entre lui et ses rêves. Et je m'explique. AVS avec Philippe Robichon. Et oui, AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour et bienvenue. Nabil Tatankoua est avec nous, formateur, infopreneur. What's up, Nabil? Sup everybody, nouvelle journée, nouvelle ambiance, nouveau décor et nouvel enseignement. Comment ça fait plaisir d'être reçu avec vous. Alors le décor du nouveau studio de Beurre FM étant toujours en travaux. Hein. Oui, moi, ça peut durer. Pour parler, il y a de quoi faire, mais cela dit, ça avance, step by step. Qui veut déplacer une montagne commence par déplacer de petites chaises. Ouais. En l'occurrence, c'est ce que vous avez fait. On les a pas remplacés, peut-être qu'il faudrait les graisser. Si vous entendez des couinements, c'est le bruit des chaises. Ouais, là, ça tangue, mais bientôt vous n'aurez plus ça à l'antenne. Bon, Nabil, quel est le top 4 des définitions qui ont été le plus tapées sur Google l'année dernière? Moi, je peux vous donner le top 1. Bah ouais, moi je veux le top 4. Ah, j'ai pas le top 4. Le top 4, je vous laisse. En tous les cas, je peux vous dire le mot qui a été le plus... Ouais, alors le quatrième, c'est pétoriste. Pétoriste. Ouais, quatrième. C'est pour donner aux gens un petit peu l'idée de ce qu'on recherche sur Google. Alors, pétoriste, c'est un écureuil volant. Ce sont des animaux nocturnes de la famille des écureuils. Donc, le troisième, c'est GAFA. Donc, les GAFA, c'est donc les géants du web. Hein, donc, Google, Apple, Facebook et Amazon. Donc, le deuxième, c'est pervers narcissique. Ah, celui-là, j'aurais dû m'en douter. Celui-là, j'aurais pu le donner. Ah, il a le vent en poupe en ce moment. Ouais, j'ai vu quelques lives sur Instagram, c'était le sujet. Le pervers narcissique. D'ailleurs, je me suis même posé la question, est-ce que réellement, est-ce que c'est quelque chose qui a été bon, on sait que ça date, mais je me suis posé la question à un moment donné, qui l'a reposé sur la table? Qu'est-ce qui a fait que les gens qui ne connaissaient pas ce mot-là il y a de ça quelques temps, maintenant c'est devenu il y a des pervers narcissiques partout. Ils en voyaient partout. Avant, ils connaissaient pas le mot. Ouais. Ils savaient pas que ça existait. Maintenant, le mot existe. Enfin, attention, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je veux pas qu'on me jette des pierres. Cela dit, depuis que le mot est revenu sur le devant de la scène, il y en a partout. Maintenant, il n'est pas une personne avec qui je parle qui me dit pas. On dit PN maintenant. Ouais, c'est un PN. Ouais, c'est un PN. Je suis marié à un PN. J'ai connu un PN. Avec une PN. Enfin, Tout ça pour dire que l'année dernière et pour la deuxième année consécutive, ah ouais, le top numéro 1, roulement de tambour. En haut de la liste, c'est la procrastination. Voilà, nous allons parler ce matin de cette pathologie très grave, encore plus contagieuse que le coronavirus, la procrastination, qui a très mauvaise réputation. Ouais, procrastination. Cela dit, j'ai peut-être une raison du fait qu'elle soit en première position de recherche Google. C'est que le mot déjà en français et en anglais, c'est pareil. Procrastination. Donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle se retrouve ça fait monter en tête des charts. Ouais, ça fait monter un peu le dièse au classement. Ouais. Mauvaise réputation ou pas la procrastination? Vous voulez que je vous dise ce que vous voulez entendre ou pas? Comme vous voulez. Ah, la vérité, c'est que c'est un mot fourre-tout pour moi. C'est un mot fourre-tout. En ce moment, procrastination, ça a le vent en poupe. Il n'est pas une personne avec qui vous parlez qui... Déjà, premièrement, il faut savoir qu'il n'y a pas une personne qui ne procrastine pas. Comme ça, on casse les mythes direct. Moi, je procrastine pas. Je discutais avec un ami tout à l'heure, d'ailleurs, qui va peut-être se reconnaître. Si mon téléphone vibre, c'est lui. Et je veux pas de problème. Comme ça, c'est carré. Donnez le numéro à l'antenne. Comme non, je veux pas de problème. Il est dans les sports de combat, tout ça. C'est un truc qui risquerait de mal tourner. J'ai pas toutes mes chances. Que voulais-je vous dire? Il est des personnes qui vont vous dire, moi je ne procrastine pas. Ouais, je procrastine pas. Cela dit, c'est pas vrai. En fait, on procrastine toujours sur quelque chose. Mais si déjà pour éclaircir un petit peu, qu'est-ce que la procrastination? Il y a peut-être des gens. Moi, souvent, on me dit, ouais, mais c'est quoi ça la procrastination? La procrastination, c'est l'art de remettre à demain ce que tu peux faire le jour même. En gros, c'est de remettre à plus tard des tâches qui sont importantes pour toi. Sauf que j'ai une autre définition de la procrastination. Je vois pas ça comme ça. Je vois plutôt pour moi, quelqu'un qui procrastine ne fait que mettre du délai entre lui et ses rêves. Je m'explique, je vais développer pourquoi, je vous dis pas ça pour rien. Je pars d'un constat que j'ai fait sur moi-même, où je me suis posé la question à un moment donné, où je sais qu'il y avait des choses qui étaient importantes pour moi, entre guillemets des objectifs que j'avais à atteindre, et je galérais à chaque fois pour travailler dessus. En l'occurrence, je vous donne un exemple type, des mails. J'avais des mails à écrire, et à chaque fois je dis, oh je le ferai demain, oh je le ferai demain. Oh, je le ferai demain. Pourtant, c'est important pour moi parce que c'est des mails que je dois envoyer pour quelque chose qui me permet d'avancer dans la vie. Et à contrario, vous me proposez une séance de sport à 23h, à 6h du mat, Nabil, tout de suite, je mets mes baskets, je descends. Et je me suis posé la question, je me suis dit, pourquoi du sport à 23h, à 6h du mat, hop là, bismillah, je mets mes baskets, j'y vais.
et des mails qui vont me permettre d'avancer, faut vraiment que je les envoie. C'est important pour moi, je le fais pas. Parce que le sport, j'en fais depuis X temps. Je peux rater une journée, je peux rater une semaine. C'est pas la fin du monde. Par contre, les mails, tant que je les envoie pas, ça avance pas en fait. Je suis au point zéro. Donc je pars de ce principe-là et je me suis dit, donc c'est de là que j'ai sorti cette définition. Quand tu procrastines, tu ne fais que mettre du délai entre toi et tes rêves. Et pour développer un petit peu plus, d'ailleurs, vous remarquerez que les personnes, on va avancer de toute façon par la suite, les personnes qui procrastinent, finalement, en fait, elles procrastinent pas sur des choses qui ne sont pas importantes pour elles. Parce que les choses qui ne sont pas importantes pour elles, vous leur demandez, on s'en fout en fait, c'est pas important. Si vous leur demandez quelles sont les tâches sur lesquelles vous procrastinez, vous verrez que c'est des choses qui sont importantes pour elles. Ah je galère sur ça. Ouais, je dois rendre les papiers, mais franchement ça j'ai du mal avec. Je procrastine sur ça. C'est toujours quelque chose qui est important pour la personne. Je sais pas si vous voyez un peu. Finalement, c'est un bon indicateur. C'est un très bon indicateur. C'est l'art de gérer ses propres priorités. C'est exactement ça. Et ça, c'est un constat que j'ai fait après, comme vous le savez, je fais des formations sur la procrastination et c'est quelque chose que j'ai pu constater plusieurs fois. Souvent, les tâches sur lesquelles les gens procrastinaient, qui à leurs yeux étaient anodines, finalement, on s'est rendu compte que c'était là que se cachait le trésor, en fait. Ça veut dire qu'on choisit les choses sur lesquelles qu'on va remettre à plus tard. Consciemment ou inconsciemment. Ouais. Consciemment ou inconsciemment. Parce qu'il faut savoir, qu'est-ce qui se cache derrière ? On va pas envoyer, je vais pas envoyer le feu tout de suite, mais est-ce que on va tamiser, mais vous verrez que très souvent il y a quelque chose qui se cache derrière. Ne procrastinez pas sur les choses que vous allez dire. Donc c'est pas un ennemi finalement. C'est pas un ennemi. Comme je vous ai dit, la procrastination, ça peut être un très très bon indicateur. Et il y a plusieurs choses. Si vous voulez que, tiens, je vais vous donner un exemple tout bête. Souvent les gens, la première des choses à faire pour quelqu'un qui se dit je procrastine ou je suis un procrastinateur ou une procrastinatrice, bien entendu, c'est désidentifier un comportement de la personne. Quand je dis désidentifier un comportement de la personne, c'est-à-dire que... C'est quoi désidentifier ? Identifier, je vois. Désidentifier, je vais développer tout de suite. C'est-à-dire que souvent, vous pouvez avoir des personnes qui vous disent je suis un procrastinateur. Oh, moi je suis une procrastinatrice. Non, en fait, tu n'es pas une procrastinatrice. Tu procrastines sur certaines tâches. Parce que tiens, très simple. J'avais un jeune qui jouait à la console. Il kiffe jouer à la console, c'est son délire. Quand il s'agit de jouer à la console, il procrastine pas. Vous voyez ? Du coup, en fait, non, il procrastine sur des tâches qui ont du sens pour lui. Les choses qu'il aime, il procrastine pas. Vous prenez quelqu'un, par exemple, qui aime faire du sport, vous lui demandez de faire du sport, il procrastinera pas pour faire du sport. Il fera du sport. A contrario, quelqu'un, par exemple, si je devais prendre l'exemple inverse, quelqu'un qui a l'habitude d'écrire des mails tous les jours, pour lui, c'est aucun problème, mais qui n'est pas du tout aligné avec le fait de faire du sport. Vous lui demandez, est-ce que vous faites du sport ? Ah non, je procrastine sur le sport, ça fait des semaines que je dois reprendre le sport. Alors que quelqu'un d'autre, pour lui, c'est pas du tout un problème. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là qu'on voit qu'en fait, les choses sur lesquelles on procrastine, c'est toujours des choses qui ont du sens pour nous. Pour quelqu'un, faire du sport, ça va être une tannée comme pas possible. Et pour d'autres, ça va être super easy. À contrario, quelqu'un qui écrit des mails tous les jours, bien entendu, l'exemple est scalable, c'est valable pour toute chose. Quelqu'un qui écrit des mails tous les jours n'aura aucun problème à écrire des mails tous les jours parce qu'il passe 5, 6, 7 heures sur son ordi. Par contre, enfiler la paire de baskets, aller faire 4-5 tours de stade, c'est problématique. Donc finalement, c'est pour ça que je vous ai dit, vous procrastinez sur des choses. Tu n'es pas un procrastinateur ou une procrastinatrice. Là, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on procrastine sur des choses qui sont importantes pour nous, qui nous permettent d'avancer. Sinon, quelqu'un, on procrastine. Sinon, quelqu'un, on vous le dirait même pas. Ou alors, ce sont des choses qui nous enquiquinent. Qui nous enquiquinent. C'est pour ça que j'allais vous dire qu'il y a plusieurs axes. On va y venir. Ouais. La première chose, ça peut être un très très bon indicateur. La première des choses, ça peut paraître ballot, mais c'est le basique, le fondamental. C'est que souvent, on procrastine sur des choses pour la simple et bonne raison qu'on n'aime pas. C'est tout. Il faut pas aller chercher plus loin. On n'a pas vocation à tout aimer. Il y a des tâches pour lesquelles je pourrais travailler 10 heures par jour parce que bien entendu je kiffe. Il y en a d'autres que je n'aime pas. On n'a pas vocation à tout aimer. Il y a des gens qui aiment la cuisine, c'est un kiff pour eux. Ils peuvent passer 7-8 heures par jour dans la cuisine et c'est cool. Et il y a quelqu'un d'autre, vous allez lui demander de vous faire une salade qui va prendre 6 minutes. T'aimes pas. Par contre, le mec ou la nana qui aime pas faire des salades, peut-être qu'elle aime faire autre chose qui pour toi est une tannée. Donc t'as pas vocation à tout aimer. Donc la procrastination, ça peut être très bien. Le premier indicateur, c'est simplement que c'est une chose que t'aimes pas. Et auquel cas, c'est ok. T'as le droit de pas aimer. Pas vocation à tout aimer. Est-ce que dans la vie, on doit faire que ce qu'on aime ?
Non, mais après il y a des leviers, je vais venir dessus, je viendrai. Il y a des leviers qui nous permettent de faire, bien entendu, des choses même si on ne les aime pas. Mais simplement pour avoir un élément d'indication, c'est de se dire que la première chose, c'est simplement peut-être que t'aimes pas et auquel cas c'est cool, t'as le droit de pas aimer. Quelles sont les autres raisons pour lesquelles on procrastine ? La deuxième, ça peut être tout simplement parce que l'objectif ne t'appartient pas. Quand je dis l'objectif ne t'appartient pas, tu procrastines sur une tâche parce que tu dois faire quelque chose, mais en vrai, au fond de toi, tu n'as même pas envie de le faire. C'est même pas pour toi que tu le fais. Et je vais vous donner un exemple encore une fois, très carré, parce que c'est un exemple que j'ai eu en cas de figure. C'était une dame qui devait perdre du poids et qui, depuis plusieurs temps, depuis un certain laps de temps, ne stagnait. Elle n'arrivait pas à perdre de poids. Elle avait beau s'être inscrite à la salle de sport, elle a toutes les cartes en main, mais ça stagne. Et finalement, en creusant, parce que comme vous le savez très bien, le problème n'est jamais le problème. En fait, le problème de surface, il faut rentrer dans la structure interne. Le problème de surface n'est jamais le problème. En discutant, en grattant un peu, je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait aucun problème avec son poids. Pour elle est super bien dans sa peau. Et finalement, en fait, le fait de perdre du poids, c'était pour son mari. C'était important aux yeux de son mari de perdre du poids. Donc comme elle était mariée, elle voulait faire plaisir à son mari, elle voulait perdre du poids, sauf qu'il y a une espèce de conflit interne entre elle, ce qu'elle veut, et ce que les... Donc quand vous parlez avec elle, elle te dit non mais j'arrive pas à perdre du poids. Mais en grattant un petit peu, tu te rends compte qu'elle a même pas envie de perdre du poids. Donc l'objectif ne t'appartient pas. Ça peut arriver qu'on ait envie de faire un truc, mais c'est même pas pour nous en fait, c'est juste parce qu'on m'a dit qu'il fallait, mais en vrai j'ai pas envie de faire ça moi. Si on n'en est pas convaincu, donc on va mettre en place des mécanismes qui font... C'est exactement inconscient, conscient ou inconscient, mais très souvent c'est inconscient, parce que quand c'est conscient, ça va au clash généralement avec j'ai pas envie. Quand c'est inconscient, tu continues à forcer, pensant qu'il faut le faire, mais en vrai ça n'a aucun sens pour toi. Ça c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, ça c'est un peu vicieux, c'est pareil, on est dans le mécanisme inconscient, on est dans le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, c'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose, encore une fois, c'est même pas important pour nous. C'est simplement pour faire pareil que la troupe, que l'équipe, que les voisins, que le mari, que les amis. Et ça, je pourrais vous donner une multitude d'exemples. Tiens, moi je suis dans le domaine des formations. Il y a les formations, comme vous le savez, ça a le vent en poupe en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire ah ouais mais j'ai pas encore fait la formation je sais pas encore là, j'ai pas encore avancé sur. Mais tu grattes un petit peu, elle en a rien à faire en fait de ça. Sauf que tout son entourage a fait la formation et a dit que c'était cool ou que c'était bien, d'un seul coup tu veux le faire. Et ça je peux vous parler en reconnaissance de cause parce que j'ai les chiffres. C'est la contagion finalement. En fait tu veux ressembler au reste, comment ça se fait que les autres l'ont fait et pas moi. Du coup t'es pas in. Donc il faut que tu le fasses. Et moi j'ai eu le cas de figure plusieurs fois, même des formations que je donne. Il en est qui achètent la formation des fois et qui ne la font même pas, qui avancent même pas. Vous voyez ? Ça peut être même très... parce que tout de suite à l'instant T ils ont besoin, parce que d'autres personnes leur ont dit que c'était qu'ils avaient eu tel résultat. Mais c'est bien aussi d'acheter au cas où. Bien entendu, c'est bien d'acheter au cas où, mais là je vous parlais d'un exemple où tu le fais quand tu as envie. Effectivement. Mais le fait est que très souvent on est dans le sentiment d'appartenance. Si je vais prendre un autre exemple que moi j'ai eu par exemple, je discutais avec des amis qui étaient à fond sur la série Game of Thrones. Moi, Game of Thrones, faut savoir que j'en ai vu aucun épisode. Je pourrais même pas vous dire de quoi ça parle, à part peut-être je sais pas, des dragons, des trucs. Et du coup, comme souvent quand je rencontrais mes amis, c'était un peu le sujet, parce que ouais, t'as vu la saison, le truc de ouf, la dinguerie qui est arrivée, tu te sens un peu à l'écart. Donc je me dis faut que je commence là. Quoi, t'as pas encore commencé? Non, commence là, il y a la saison 8, et ça. Non, j'avais une espèce de pression qu'il fallait que punaise, faut que je commence. Mais en vrai, j'en ai rien à faire moi de Game of Thrones. C'est même pas pour moi. Mais comme tu sais que souvent, quand tu as ton rendez-vous avec tes amis, c'est un peu le sujet de la conversation, tu as envie d'être un peu dans... Et le sentiment d'appartenance, il faut savoir qu'on est tous dans le... Tout le monde est à un moment donné ou un autre dans un sentiment d'appartenance. En fait, on cherche tous à rejoindre la tribu, entre guillemets, ou à ressembler, que ce soit par notre tenue vestimentaire, que ce soit par nos habitudes alimentaires, dans toute chose. Encore une fois, je vais vous donner un exemple super simple. Prenez un mec qui habite à Melun et un autre qui habite à Sarcelles. Il y en a un qui est totalement au sud de l'Île-de-France et l'autre qui est totalement au nord. Tous les séparent. Sauf que si demain le mec de Melun et le mec de Marseille, le mec de Sarcelles se rencontrent, par exemple à Marseille. Ça rime, c'est bien. Ouais. Ils se rencontrent à Marseille. Du coup, ils sont plus au sud et au nord. C'est deux Parisiens. Vous voyez ? T'es à Marseille, t'es à 900 km de Paris, tu rencontres un mec, même s'il est de Melun. T'es parisien toi aussi ? Vous voyez ? Tout de suite, ça se rapproche. Sentiment d'appartenance. T'as envie un Parisien.
Et encore pire, tu peux aller de l'autre côté de la planète, tu te retrouves sur une plage à Phuket, t'es parisien, avec un Marseillais, il y a 1000 km qui vous séparent, ou 900 bornes, il me semble, Paris-Marseille. Ah bah, t'es avec un Français. Ah, c'est cool, c'est un Français. Pourtant, en France, il est à Marseille, t'es à Paris. Sentiment d'appartenance. Bref, c'est un exemple très... C'est un exemple de l'époque où on pouvait voyager encore. Exactement. La question que tout le monde se pose, c'est finalement, est-ce que vous l'avez regardé Game of Thrones ou pas ? Bah finalement, non, en fait. Jamais. Non, parce que Même pas un épisode. Non, parce que j'étais sur une autre tribu qui, elle, regardait Casa del Papel. Et comme ceux qui regardaient Casa del Papel, ils étaient un peu plus virulents, tu vois. Si je regardais pas Casa del Papel, au Parmigiano, au Santa Frico, au Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Ouais, je me suis dit, vaut mieux que je regarde Casa del Papel pour pas déplaire aux autres que ceux dans Game of Thrones, ils avaient pas l'air méchants. Ils allaient me jeter un sort. Et sinon, La Petite Maison dans la Prairie, vous l'avez terminé ? Ah, celui-là, j'ai regardé. Ah, bah, 27, 28e saison. Exactement, de la première saison où Carrie tombe dans l'herbe. Ah, celle-là va pas parler à tout le monde. Alors, lorsque Marie perd la vue, Laura Ingalls se marie avec le mec et la fille de Madame Olson devient sympa. Nelly Olson, d'ailleurs, qui donne des conférences aujourd'hui. C'est vrai ? Je vous jure. Elle est toujours vivante, Nelly Olson ? Ouais, elle est toujours vivante. Elle a brushingé, toujours blonde. Oh, je la trouvais belle, moi. C'était la plus belle de la série. Elle était méchante, mais belle. Elle était méchante, mais elle est devenue gentille. Du coup, elle s'est embellie. Voilà, c'est la rentrée. On parle de la procrastination avec Nabil Tatankoua avec nous. Ça tombe bien puisque vous organisez des ateliers et des formations. Alors pourquoi ? Pour lutter, pour gérer, pour apprendre à bien utiliser la procrastination ? Non, comment vaincre la procrastination ? Du coup, après, ça devient qu'un mauvais rêve. Mais ça, en fait, la formation, elle est sous forme de tamis. C'est-à-dire que la plupart des participants, quand ils arrivent, même à l'unanimité d'ailleurs, quand ils viennent, c'est des procrastinateurs. Et petit à petit, plus on avance, plus c'est sous forme de tamis, des exercices et pas mal de choses que l'on voit, où on se rend compte que finalement, qu'est-ce qui se cache derrière ? Il y a toujours quelque chose d'autre qui se cache derrière. Et 9 cas sur 10, c'est une peur. Une peur de quoi ? Vous savez quoi, on va les aborder d'ailleurs. Ouais. On va les aborder d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, pendant la pub, là, j'ai reçu un message d'un pote à moi qui m'a. Il va m'engueuler, mais c'est pas grave. Il m'a dit Est-ce qu'on peut donner son nom d'abord ? On peut pas donner son nom. Bah si, parce que c'est important qu'au moins qu'on soit que d'autres pensent pas que c'est d'eux dont vous parliez. C'est des hommes de l'ombre. C'est des hommes de l'ombre. On va l'appeler Chico. Et il m'a dit tu connais gars, nous on procrastine pas, on passe à l'action. Tu vois, c'est bien parce que comme je dis Chico, je peux raconter l'histoire vraie, tu vois. Il me dit tu connais gars, nous on procrastine pas, on passe à l'action. Lourd, force à toi. Sauf qu'en vrai tu procrastines, Chico. Bah ouais, parce que certes tu procrastines, ok, t'envoies et tout. Mais c'en est où ton projet là que tu m'avais dit ? Parce qu'il voulait monter un truc, ça fait super longtemps. Mais en vrai, ça galère. Finalement, en fait, il procrastine. Tu sais, tu procrastines pas sur des choses qui, comme je te l'ai dit, qui sont pas importantes pour toi. Mais les choses qui sont importantes, lui, par exemple, il a un projet, ça fait au moins 6 mois. Je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose qui a avancé. Donc, Chico, je suis désolé de te le dire, tu procrastines. Et appelle-moi après, on voit comment est-ce qu'on peut s'organiser. Ou viens à ma prochaine formation, tu verras. Non, mais si il procrastine, c'est qu'en fait, c'est pas important. Non, il est là le problème. Tu procrastines toujours sur des choses. Bah non, parce que là, lui, de sa bouche, il m'a dit voilà, il faut que je monte ça, c'est important pour moi. Il faut que je. Si t'as un projet, voilà, on va l'oublier, Chico. Imaginons t'as un projet derrière la tête. Ouais. Comme beaucoup de monde, souvent quand je discute, j'aimerais bien faire, ou j'ai le projet de, ou j'aimerais. Et tu te rends compte que ça fait un petit bout de temps que t'as pas fait grand chose dessus, à part en discuter avec tes amis. C'est qu'il y a un problème derrière. Quel est le problème ? Et justement, tiens, ça me ramène en entonnoir sur une technique que je voulais vous donner, que j'ai inventée, qui s'appelle la technique TPMP. Moyen mémotechnique. Enfin, c'est pas vous qui l'avez inventé, enfin c'est Hanouna. Non, je me suis inspiré de TPMP. Bon, non, pas touche pas à mon poste. TPMP. Pourquoi ? C'est quoi la différence ? Vous allez voir, tout de suite. TPMP, je me suis rendu compte qu'il y avait un moment où souvent, quand j'avais besoin de me changer les idées, je regardais TPMP. Parce que voilà, j'avais pas besoin de réfléchir, je regardais la télé, puis c'était cool, j'appréciais. Et de là m'est venue la technique TPMP. Donc TPMP, ça va être un moyen mémotechnique, on va retenir juste le TPMP. Le premier, le T, c'est l'un des premiers facteurs pour lequel tu procrastines, c'est que ton travail n'est pas inspirant. T, comme travail n'est pas inspirant, tout simplement. Ce que tu as envie de faire, ce que tu fais ne t'inspire pas, ne te plaît pas plus que ça. Donc forcément, tu procrastines. Ça, c'est le premier élément. Si vous rentrez dans un de ces filtres-là, c'est que voilà, vous procrastinez. Le deuxième, c'est celui-là, lui tout seul, il mérite 1 heure. C'est la peur de passer à l'action. Mais celui-là, il est dur à dire de la bouche. Souvent, les gens ne vous diront pas j'ai peur. Mais peur de quoi finalement ? Peur de passer à l'action. Justement, il y a plein de. On va les voir après. Mais il y a une peur de passer à l'action.
consciente ou inconsciente. Il peut y avoir des gens qui vous disent ouais, franchement, j'ai peur de faire ça, j'ai peur de X, Y, j'ai peur de réussir, j'ai peur d'échouer, j'ai peur. Mais c'est une peur de passer à l'action. Le M qui vient juste après, c'est le manque de confiance en soi. Ça, c'est un vrai fléau. Et très souvent, là, je vous les énumère comme ça, mais il y a beaucoup de personnes qui vous diront jamais je manque de confiance en moi. Mais c'est un manque de confiance en soi. Est-ce que les gens le savent ? Certains oui, d'autres non. Il y a des personnes moi, qui me disent ouais voilà, je manque de confiance en moi, comment faire pour à bien distinguer au fait la confiance et l'estime. L'estime c'est on est encore c'est plus lourd, c'est un peu plus bas. Donc même pour augmenter sa confiance, il vaut mieux commencer par augmenter son estime et ensuite la confiance viendra. Alors le dernier P, Nabil. Le dernier P, et vous savez quoi, je vais vous en rajouter un cadeau, tiens. Ah, celui-là il est magnifique. Le dernier P, c'est le par où commencer. Je sais pas par où commencer. Si je devais prendre l'exemple, et encore une fois, celui-là, moi, je me suis retrouvé dedans quand je voulais monter mon premier business, en l'occurrence dans le marketing digital, je m'y connaissais pas du tout. Moi, je crois que c'était dans la vente de Twix. Ah non, le premier business dans le marketing digital. J'en ai créé bien d'autres avant. Ouais. Mais dans le marketing digital, j'ai mis énormément de temps entre le premier jour où j'avais l'idée et le jour où j'ai lancé. Pourquoi ? J'avais aucune idée de par où commencer. Je disais, faut que je crée le site, mais non, mais attends, faut d'abord que j'achète le nom de domaine. Non, mais faut d'abord que je crée une chaîne YouTube. Non. Alors attends, d'abord je vais créer la chaîne YouTube, mais je sais pas. Attends, mais mais moi je m'y connais pas aussi. Ou faut peut-être que j'ai t'es perdu en fait. Tu sais pas par où commencer. Donc comme tu sais pas par où commencer, tu remets à demain. Et le dernier P, celui-là, il est cadeau. Attention, accrochez-vous. Il y a de fortes chances que vous rentriez dedans. Si vous rentrez dedans, envoyez-moi un petit message sur T'attends quoi. T'attends quoi. Vous pouvez me trouver sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, mais surtout sur Instagram, parce que je suis connecté toute la journée sur Instagram. Envoyez-moi un message dessus si vous vous retrouvez dans le perfectionnisme. Oh là 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 là. Le nombre de personnes qui sont perfectionnistes, c'est fou. Et beaucoup, ne m'en voulez pas, mais j'ai la jante féminine. Ah, il y en a. Mais c'est bien d'être c'est pas mal d'être bien sûr. Sauf que le perfectionniste très souvent, ou la perfectionniste encore une fois, c'est une planque. Vous discutez avec eux, je suis un perfectionniste, je suis une perfectionniste. Non mais j'aime bien refaire la police. Non mais là je suis en train de refaire tout le site. Là on est en train de refaire les modules. Là je suis en train de préparer ça. Là j'ai choisi les couleurs de trucs. Ouais, en fait le perfectionniste il est tout le temps en train de faire un truc. Pourquoi ? En réalité le perfectionniste ça cache une peur. Soit la peur d'être critiqué ou moqué, soit la peur d'échouer. Mais ça, ils ne le vous diront pas. Et comme ils vous diront pas que j'ai peur d'échouer ou de crier, ils préfèrent vous dire qu'ils font quelque chose. Ils sont tout le temps en train de faire un truc. Je sais pas, peut-être vous en connaissez des gens comme ça qui bossent sur un truc, tu les revois 4 mois après, ils sont toujours dessus. Ils bossent sur plusieurs trucs d'ailleurs, souvent. C'est le perfectionniste en fait. Il te dit ouais, là je suis en train de tout refaire parce que là au début j'ai vu que c'était pas bien, là j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. En fait, le perfectionniste, ça cache une peur. Soit la peur d'échouer, soit la peur d'être critiqué ou moqué. Et ça, c'est la vérité. Par contre, elle pique un peu. Donc la méthode TPMP et le P cadeau pour Beurre FM du perfectionniste. Si vous rentrez dedans. C'est TPM2P. Exactement. Mais finalement, ça existe les vrais perfectionnistes ? C'est possible. S'ils rendent quelque chose. Ouais, les gens qui finalement veulent que tout soit carré au moment où on rend le truc. Bien entendu, tout le monde, généralement quand on envoie quelque chose, tu dis pas je vais envoyer de la merde. On se dit je vais envoyer quelque chose de bien. Quoique il y en a qui ont envie d'envoyer pour envoyer. Mais cela dit, on essaye toujours de rendre quelque chose de bien. Je parle des personnes pour qui c'est une pathologie, bien entendu, ils vont se reconnaître. Pas je perfectionne, non. T'as tendance à... Ils se reconnaissent de toute façon. Quand je dis perfectionniste, d'ailleurs, envoyez-moi un message là sur ceux qui sont reconnus sur le perfectionnisme. Ou celle. Bien Quels sont les 4 leviers, Nabil, qui permettent de lever la... je vous en donne 3 et j'en garde un pour la... J'en garde un... pour après la pub ? Ouais, non, j'en garde un en scred. Non, j'en garde un en scred. Il y a 4 leviers qui vous permettent de lutter contre la procrastination. Bien entendu, il y a une multitude d'exos, il y a une multitude de choses qui vous permettent de lever. Comme je vous l'ai dit, je me suis engagé à en donner 3. Et un 4e peut-être, on verra par la suite. Le premier, c'est tout simplement lorsque tu procrastines. En fait, on va faire ça sous forme d'équation. En se disant, ok, je procrastine sur X, Y, Z. On prend la chose sur laquelle on procrastine. La première question à se poser, c'est la base, c'est est-ce que cette tâche est supprimable ? Est-ce que je peux la supprimer ? Tout court. Ça paraît idiot, mais très souvent, en fait, il faut bien faire le distinguo entre un besoin et une habitude.
Est-ce que c'est un réel besoin de faire ça? Comme je vous disais tout à l'heure pour une histoire de Casa de Papel ou de Game of Thrones, est-ce que c'est un besoin réel ou est-ce que c'est simplement une habitude que j'ai de... Donc pose-toi la question, cette tâche sur laquelle tu mets du temps, est-ce que tu peux pas simplement la supprimer? Si tu peux la supprimer, stratégie FF. Si tu peux pas la supprimer, on passe au deuxième levier. Alors, deuxième levier. Le deuxième levier, pose-toi, celle-là, c'est vraiment sympa. C'est l'un de mes préférés d'ailleurs. C'est l'une de mes stratégies préférées. D'ailleurs, que j'utilise très souvent. Ceux qui me connaissent, ils doivent me haïr pour ça. C'est cette chose-là sur laquelle tu procrastines. Pose-toi la question, est-ce que tu peux la déléguer? Enfin, déléguer, ça dépend si ça coûte de l'argent ou pas. Justement, j'allais venir. La plupart des choses sont délégables. Par exemple, moi, il y a des... Tiens, je vais vous donner un exemple de choses que moi, j'ai déléguées dernièrement. J'ai refait tous les slides sur PowerPoint de ma formation. Ça me saoulait de faire ça. C'est pas un truc sur lequel j'excelle. Le contenu, je le ponds en 2 temps 3 mouvements. Par contre, refaire les slides, c'était pas du tout mon délire. C'est un truc que je remettais à plus tard. Je dis, je vais les refaire demain. Moi, j'ai délégué, en fait. Quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus compétent que moi, compétente en l'occurrence, beaucoup plus compétente que moi, et pour qui c'est easy de faire ça. Donc quand je dis déléguer, tout est délégable. Tu n'aimes pas faire le repassage, tu procrastines, tu peux. Il y a des personnes qui peuvent faire le repassage. Tu n'aimes pas faire X, Y, tu n'aimes pas par exemple moi faire tu peux déléguer. Tout est délégable. Moyennant une monétisation, donc en l'occurrence en payant, ou alors il y a un deuxième palier à celui-là que j'utilise souvent d'ailleurs, qui est le principe d'échange équivalent. Admettons que vous n'ayez pas d'argent pour déléguer X ou Y tâche, pose-toi la question, qui peut m'aider sur cette tâche-là, ou qui peut me le faire, à condition que moi j'échange une compétence donc, avec. Win-win, donnant. Exactement, c'est du win-win. Donc toi tu me fais les slides, et puis moi en contrepartie je peux t'aider sur telle chose, qui moi ne m'est pas difficile. Et ça, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, là je parle en l'occurrence, j'ai parlé de slides, mais c'est valable pour toute chose. Tu peux m'aider pour la création de mon site, parce que moi je touche pas une bille. Ok, moi en contrepartie, je peux t'aider sur ça. Ou peut-être que tu es bon en sport. Ok, je peux t'accompagner sur de la nutrition, sur du sport, sur X, Y. À toi de faire... C'est des trucs... De trouver Exactement, mais la monnaie d'échange. Qui était là à l'ancienne en fait. Le principe d'échange, d'ailleurs, ça marchait. Le troc. C'est le troc. En fait, qu'est-ce que t'as toi? Moi j'ai des légumes, toi t'es quoi? J'ai de la volaille, échange-moi ça, ou échange-moi de la cochonaille avec du truc. Enfin bref, c'est le troc, ça a toujours marché. Et souvent on oublie ça. Parce qu'on se dit ouais mais j'ai pas l'argent pour. T'as peut-être pas l'argent, mais t'as peut-être du temps pour pouvoir faire quelque chose ou une tâche qui pour cette personne-là est ingrate. Donc le principe de win-win. Si tu peux déléguer ou faire un principe d'échange équivalent, stratégie FF. Si tu peux pas, on bascule au troisième levier. Alors là, il y a un truc, vous parlez de stratégie FF, Nabil, ça veut dire quoi là? Stratégie FF. Shkoun, la stratégie FF. Stratégie FF, elle pique un peu, c'est ferme-la et fais. Ferme-la et fais. Si tu peux supprimer, ferme-la et fais. Si tu peux déléguer, ferme-la et fais. Si tu peux l'automatiser, ferme-la et fais. Si tu peux, dès lors que tu rentres dans un truc, soit tu le fais, soit tu le fais pas. Soit tu sous-traites en fait. C'est exactement ça. En fait, en gros, si tu te bats pas pour ce que tu veux, viens pas pleurer pour ce que t'as pas. Comme ça, drop the mic. Et le troisième levier, qui est là, celui-là, c'est en fait ça va en entonnoir. Comme je vous ai dit, supprimer. Est-ce que tu peux supprimer de base? Est-ce que tu ne peux pas supprimer? Tu délègues. Est-ce que tu ne peux pas déléguer? Là, on arrive sur le dernier, c'est diviser au maximum. Toute tâche est divisable. Même ne serait-ce que avaler une bouchée, il faut déjà mettre la nourriture dans la cuillère. Ensuite, il faut lever la cuillère à la bouche, il faut la mettre dans la bouche, il faut mâchouiller, il faut avaler. Et souvent, les gens restent bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'objectif complet. Donc, si je dois prendre... Tiens, qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple? Tiens, l'écriture d'un livre. Il y a beaucoup de personnes, on parlait de ça tout à l'heure, là, des personnes qui veulent écrire un livre. Tu as des personnes qui veulent écrire un livre et ça fait X temps qu'ils veulent écrire un livre. Et effectivement, écrire un livre, c'est quand tu n'as jamais écrit de livre et tout, tu sais pas par où commencer. D'ailleurs, on en revient encore au TPMP, tu sais pas par où commencer. L'objectif complet, il est gros. Par contre, si tu te dis, par exemple, pour demain, j'ai pas de livre à écrire. Pour demain, j'ai juste un titre à trouver à mon livre. Du coup, c'est cool, en fait. Tu dis un titre, ouais, ok, une journée pour trouver un titre. Tu trouves un titre, ok, c'est fait. Déjà, tu l'as fait, t'es content parce que comme tu le sais, ou comme vous le savez,
chaque fois que tu termines une tâche, ton cerveau, on va y venir d'ailleurs par la suite, je pense que je ferai un petit clin d'œil là-dessus. Lorsque tu termines une tâche, ton cerveau libère de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Donc tu es content, ça te permet de continuer. A contrario, à chaque fois qu'une tâche n'est pas terminée, ton cerveau libère du cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc ça nous met dans un état, ah merde, je devais faire ça, je l'ai pas fini. Bref, donc tu divises au maximum. Tu peux ne serait-ce que trouver un titre pour demain. Après, le surlendemain, c'est quoi? J'ai à trouver 2 noms de chapitres. Ok, 2 noms de chapitres. Après, ok, encore 2 noms de chapitres. Après, encore, on est sur le principe d'avaler un éléphant. Et lorsqu'une fois que tu as ton titre, tu as tes chapitres, ok. Demain, qu'est-ce que je fais? Demain, j'écris que 4 lignes. 4 lignes. Ok, c'est cool. 4 lignes. Et après 4 lignes. Et après 4 lignes. On est un peu sur l'échiquier de Sissa, le principe de Sissa. Sissa, un peu Sissa, l'échiquier de Sissa. Voilà, et on procrastine ce matin avec Nabil. T'attends quoi jusqu'à 10h? On peut vous rejoindre sur les réseaux, Nabil, d'ailleurs. Ouais, sur Instagram. Sur Instagram, je suis OP, là, j'ai répondu d'ailleurs 2-3 trucs. Il y en a qui me demandaient, termine l'histoire, j'attends. Donc, justement, je vais la terminer. Qu'est-ce qu'on dit des gens qui passent leur vie sur les réseaux sociaux, Nabil? Ah, ça, c'est un vrai truc. Ah, ça, c'est une vraie problématique. Vous voulez mon avis là-dessus? Ouais. Pour moi, quand tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, tu ne fais qu'alimenter le développement des autres. Mais ça peut piquer un peu. Ouais. Alors, Sissa, ouais, le principe de l'échiquier de Sissa, pour la petite histoire. Pour la petite histoire, c'est à l'époque, c'était un roi qui s'ennuyait. Je vous la fais short. Ouais. C'était un roi qui s'ennuyait grave dans son royaume et tout, et donc il a envoyé sa cour. Trouvez-moi quelque chose pour passer le temps. Donc ils sont partis un peu partout, et puis il y a un mec qui a inventé l'échiquier. Donc il s'appelait Sissa. Il a inventé l'échiquier. Le roi, il a kiffé. Il a dit mais comment puis-je te récompenser? Qu'est-ce que tu veux? De l'or, de trucs? Il a dit non. Il a posé un grain de riz sur l'échiquier. Comme vous le savez, sur un échiquier, il y a 64 cases. Il a dit je pose un grain de riz que tu vas multiplier par lui-même chaque jour. Donc aujourd'hui un grain de riz, demain 2 grains de riz, donc 2 x 2, après-demain 4, après 8, enfin bref. On avance comme ça. Et le roi, il s'est explosé de rire. Il s'est dit ridicule, je pourrais lui donner de l'or, le mec il veut un grain de riz que je multiplie. Sauf qu'il s'est vite rendu compte, le roi, qu'à la fin il faudrait qu'il vende tout son royaume pour lui donner. Ça faisait 18 000 milliards de riz. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, c'est un peu le principe de l'effet cumulé. On a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en peu de temps et à sous-estimer ce qu'on peut faire en par exemple 12 mois. Alors qu'en réalité, si tu dis j'écris 2-3 lignes chaque jour ou 4-5 lignes sur mon livre, je reviens te voir dans un an, dans 12 mois, tu as pondu un livre. Vaut mieux commencer par 3-4 lignes et puis dans un an, tu termines un livre que de vouloir écrire un livre et ça fait 7 ans que c'est dans ta tête. D'ailleurs, comme disait un mec que j'ai formé à l'époque qui s'appelle Einstein, Albert de son prénom, il me disait je ne laisse rien dans ma tête que je ne puisse écrire sur une feuille. Donc prenez l'habitude d'écrire sur une feuille. Voilà le principe de l'échiquier de Sissa. Comme ça, c'est fait. Est-ce que y en a beaucoup qui confondent la procrastination avec la fainéantise? Est-ce que c'est la même chose? C'est marrant parce que justement, après les 4 leviers de la procrastination, généralement, une fois que tu rentres dans aucun de ces trucs-là, j'y écris fainéant. Fainéant. Parce que si tu ne peux pas supprimer, tu ne peux pas automatiser, tu ne peux pas déléguer, tu n'as pas envie de... C'est pour ça d'ailleurs que le diviser vient en dernier. Si tu n'es pas capable d'écrire une ligne, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi? On en revient à la base, start with the why. D'ailleurs, je pense qu'il va me donner des royalties, parce que je parle de lui, Simon Sinek. Start with the why. Commencer par pourquoi cette chose sur laquelle tu procrastines. Alors ça, c'est un livre, parce qu'on a fait une émission. Ouais, c'est un livre qui m'a coûté de l'oseille aussi, d'ailleurs, avec vous. À chaque fois que je viens ici, que je parle de livres, je me retrouve à les offrir et après, je suis dans le... Je travaille. Là, on sait que c'est la rentrée, que c'est difficile pour vous, que vous avez 4 enfants qui rentrent à l'école, donc on va pas vous embêter, Nabil, avec ça. Mais c'est vrai que ce livre de Simon Sinek est un classique aujourd'hui. Commencez par pourquoi, quel que soit ce que vous vouliez faire. C'est... voilà, on va revenir à un autre truc. Comme vous le savez, je maîtrise un peu les habitudes, en l'occurrence, enfin l'art de figer des habitudes. Et il y a un truc qui revient assez souvent. On me demande ouais, Nabil, j'aimerais bien me lever tôt le matin. Ok, c'est cool, l'intention est bonne. Pourquoi? Pour me lever tôt le matin. Ok, mais pour faire quoi? Ok, tu te lèves tôt le matin. Après, c'est là qu'on grappille. Mais si tu sais même pas pourquoi tu veux le faire, admettons quelqu'un qui se lève le matin et tu sais pas quoi faire, si tu te lèves le matin à 5h du mat et que tu n'as pas une raison forte, il y a de fortes chances que tu tournes en rond et que tu retournes dormir. Vous voyez? Et c'est pareil pour toute chose. Je veux faire ça, mais pourquoi tu veux faire ça? Ok, en quoi c'est important pour toi? Et ça, c'est la cause, en fait, la cause racine. La cause racine. Et comme je vous ai dit, très souvent, le problème n'est pas le problème. Pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment important pour toi? Si c'est important pour toi, bismillah, tu commences à mettre en place des actions qui te permettent d'avancer. Donc voilà, après, il y a des avis qui diffèrent.
Alors, il y a l'effet cumulé, mais il y a aussi l'effet Zeigarnik. Le Zeigarnik effect. Ouais. Moi, j'aime bien en formation, je leur fais un clash entre Laborit, c'est Laborit, enfin, Labori. J'ai vu le regard que vous m'avez jeté. Labori versus Zeigarnik. Zeigarnik effect, c'est quoi? C'est que c'est un effet, en fait. On s'est rendu compte que l'être humain avait tendance à mieux se rappeler des tâches qu'il ne terminait pas. C'est-à-dire je vais vous raconter une histoire comme ça qui a été faite, un test qui a été fait justement avec le Zeigarnik effect. On a donné 20 petites tâches à des élèves à faire. Des tâches vraiment minimes, telles que enfiler des perles sur un collier, modeler des animaux, vraiment un truc super, super simple pour les enfants. Et à la fin, on leur a demandé, ok, hop, terminus, on termine le compte à rebours. Quelles sont les tâches? Pouvez-vous nous énumérer les 20 tâches que vous aviez à faire? Et on s'est rendu compte que les élèves se rappelaient 2 fois plus des tâches qu'ils n'avaient pas terminées que de celles qu'ils avaient réussies. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. Et pour vous faire l'exégèse de l'histoire, l'effet Zeigarnik, c'est en fait, ils se sont rendus compte qu'un serveur, en fait, à l'époque, ils avaient fait le test sur un serveur. Ils se sont rendus compte qu'un serveur, en fait, il maîtrisait quand on lui passait des commandes, il se rappelait des commandes qu'il avait accumulées à droite, gauche. Par contre, il suffisait qu'il livre la commande sur une table. Dès qu'il livrait la commande sur une table, il ne se rappelait plus de la commande. En fait, il l'avait effacée. Donc tant qu'on ne termine pas une tâche, la tâche se met en avant. Et en grosso modo, si je devais vulgariser ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as quelque chose à faire et que tu ne le finis pas, c'est là, ça te mange la cervelle. Par exemple, si je te demande qu'est-ce que tu avais à faire aujourd'hui, tu as peut-être fait 10, 20, 30, 40 choses dans la journée. Par contre, tu vas dire, ah mince, je devais aller là, je devais rendre ça. Tu as tendance à te rappeler des choses que tu n'as pas faites, que tu n'as pas terminées. Ouais. Et c'est pour ça que très souvent, ça nous ronge la cervelle. Et comme vous le savez très bien, à chaque fois que vous ne terminez pas une tâche, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça libère du cortisol, qui est l'hormone du stress, et ça ronge la cervelle. Donc voilà pourquoi quand vous ne terminez pas quelque chose ou quand vous avez quelque chose à faire, des fois ça se retrouve sur l'aventure de vos pensées et ça vous mange la cervelle. C'est le Zeigarnik effect. Bien, en tout cas c'est le nom de celle qui l'a découvert. Hein. Exactement, Buma ou un truc comme ça. Buma Zeigarnik, c'est une russe. Ouais, c'est ça. Mais vous pouvez le googler parce que c'est intéressant. C'est vrai et Zeigarnik effect, généralement je leur fais faire un combat entre Zeigarnik et Henri Laborie. Henri Laborie, à contrario, c'est un Français. C'est un neurobiologiste français. Grand monsieur. Il me semble que vous l'avez déjà rencontré, je crois. Ouais, jadis. Il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Ah oui, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. TV5 Europe. Ça existe encore? Ouais, ça s'appelle. Ouais, je rigole. TV5, c'est le truc que je regarde dès que je suis à l'étranger. Généralement, tu peux aller n'importe où dans le monde. Vous savez que vous êtes à l'hôtel. T'as TV5. Ouais, il y a TV5. Tu cherches TV5. C'est le truc, quand t'es en France, tu la regardes jamais. Quand t'es de l'autre côté, tu cherches un petit truc, c'est TV5. Et tu sais que t'as pas envie de rentrer parce que tu vois TV5 et tu dis mais c'est les programmes les plus... C'est les plus claqués, mais je te jure, tu trouves ça intéressant quand t'es de l'autre côté de la planète et que tu ne parles pas du tout l'indonésien. Tu dis, ce qui n'est pas votre cas, me semble-t-il. Il y a pire, il y a France 24 maintenant. Ouais. Ah non, France 24 a remplacé TV5 dans beaucoup de... Sérieux? Ah ouais, de plus en plus, parce qu'il n'y a pas énormément de chaînes françaises dans les hôtels du monde entier, donc on retrouve de plus en plus France 24 et de moins en moins TV5. Ah, je ne savais pas. Je savais pas. Ah, ça c'est pour les gens qui voyagent, malheureusement. Bien, on parlait d'un livre tout à l'heure, on a parlé du livre de Simon Sinek sur Start with a Why. Ouais. En français, ça donne quoi? Commencer par pourquoi. Ouais. Et alors, il y a un autre livre, justement, qui est intéressant, dont vous voulez nous parler ce matin. Sur la procrastination. Oui. Il y en a deux. Vous voulez que je vous cite celui qui parle d'un animal ou qui commence avec un animal ou l'autre? Alors, on va parler de l'autre et puis on rappellera l'animal après. D'accord. C'est L'art d'aller à l'essentiel, de Léo Babauta. C'est un livre dans lequel vous trouverez beaucoup de techniques, beaucoup de stratégies. Il est bien écrit. Il me semble que la préface a été écrite par un Français. Je crois que c'est... je suis pas sûr, mais il me semble que c'est Olivier Roland qui a fait la préface de Léo Babauta, si ma mémoire est bonne. Et comme son nom l'indique, l'art d'aller à l'essentiel. C'est un petit livre, c'est un petit livre de poche, il fait 200 pages. Et dedans, il y a pas mal de techniques, pas mal de stratégies qui peuvent vous permettre d'améliorer votre quotidien. Donc, et je crois même qu'il est en téléchargement gratuit. On l'a fait l'essai hier, ouais. On peut le trouver. Donc, si vous avez voulu en savoir un petit peu plus, l'art d'aller à l'essentiel, c'est un très bon livre. Ouais, je ne connaissais pas Léo Babauta. Ouais, Léo Babauta. Alors l'autre livre dont on a beaucoup plus parlé, celui aussi m'a coûté de l'oseille. C'est le livre qui m'a coûté le plus d'oseille. Voilà, généreusement offert aux auditeurs de Beurre FM. Exactement, c'est Avaler le crapaud. Ah, avaler le crapaud, c'est la base. Avaler le crapaud. Avaler le crapaud, en gros, pour vous raconter en quelques secondes, il part du principe où si tu devais avaler un crapaud visqueux,
quelle serait la meilleure heure pour toi, en sachant que tu dois avaler chaque jour un crapaud gluant et visqueux, dégueulasse. Quelle est la meilleure heure pour toi pour avaler ce crapaud-là? Et chacun il va de sa théorie. Il y en a qui te disent c'est à midi, je le découpe et je le mange pendant la bouffe. Il y en a qui te disent c'est à 4 heures. Il y en a qui te disent je le laisse moi toute la journée, c'est le soir avant de dormir. Sauf que non, en fait, le crapaud c'est le meilleur moment pour l'avaler, c'est le matin au réveil. Dès que tu te réveilles, tu l'avales. Et pourquoi? Parce que le crapaud n'est autre qu'une métaphore pour ta tâche la plus relou de la journée, le truc que t'as pas envie de faire. Et la métaphore avec le crapaud, c'est en grosso modo, le crapaud il est dégueulasse. Si t'as pas envie de l'avaler, en fait si tu l'avales pas tôt le matin, résultat c'est lui qui va te manger la cervelle. À midi, t'as mangé ton crapaud, ah non m'en parle pas, je dois le manger. Ah là là. Le soir, ah non m'en parle pas, avant de dormir. Mais le fait est que tu devras le manger. Donc déjà d'une, tu ne le manges pas, et deuxièmement en plus c'est lui qui te mange la cervelle toute la journée. Il te prend, d'ailleurs on revient sur l'effet Zeigarnik. Il est là toute la journée dans ta tête. Le mieux c'est tu te lèves le matin, tu fermes les yeux. Hop là, et let's go, au moins c'est fait. Donc toujours commencer sa journée par la tâche la plus difficile. Celle qu'on a le moins envie de faire. Moi, je l'applique depuis que vous m'avez donné le truc, ça marche super bien, parce que ce qui est fait n'est plus à faire et vous êtes tranquille après. Si tu le fais pas, en fait, tu le... Ouais, de toute façon, il faut le faire. Hier, j'ai voulu faire de la résistance, tiens. Hier, justement, d'ailleurs, sur un mail qu'il fallait que j'envoie un truc compliqué, mettre en copie et tout. Je dis, je le ferai après. Après, je me suis fait tirer les oreilles. Je dis, mais punaise. Je me suis assis sur le canapé, j'ai écrit le mail. Dès que je l'ai envoyé, ah ouais, dire que toute la journée ce truc-là, ça m'a pris la tête, alors que ça m'a demandé 14 minutes, en vrai, un petit quart d'heure. Mais j'avais pas envie. Et toute la journée, ça m'a mis pas bien. Et d'ailleurs, vous qui m'écoutez, très souvent, ça vous arrive quand t'as un truc à faire que t'as pas fait. Toute la journée, ça te met pas bien parce que tu sais que tu dois le faire. Non, lève-toi pendant que les enfants ils dorment, pendant que le mari, la femme, peu importe, pendant que les autres dorment. Tu lèves, tu te mets ton réveil un peu plus tôt. Tu commences par ça. Fou! Les gens ne sont même pas réveillés, toi t'as déjà terminé ta journée. Spéciale dédicace à tous ceux qui ont des rapports à rendre, des comptes rendus de réunion, à tous les étudiants qui révisent à la dernière minute. Des mémoires. Là j'étais en vacances cet été avec une personne qui ne profitait même pas des vacances. Oh non, j'ai un mémoire à rendre. J'ai un mémoire. Et t'es toujours à la dernière minute à terminer. Mais il y en a qui pensent que parce qu'ils le font justement à la dernière minute, ça génère un stress positif qui les rend plus efficaces. Exactement, ça il y a un autre, dommage on est un peu court, sinon on pourrait parler un peu de ça. Il y a beaucoup de gens qui procrastinent, et en l'occurrence j'en ai fait partie. Il y a des gens qui sont très bons dans la dernière minute. Peu importe ce que tu lui donnes à faire, tu lui donnes 10 jours, tu peux être sûr qu'il va l'entamer le 9e jour, au soir, dans la nuit. Et même, moi je me rappelle par exemple les devoirs, aussi loin que ma mémoire remonte. À l'école, tu pouvais me donner un contrôle dans une semaine. Une semaine, je suis large pour réviser. 3 jours, 3 jours, je suis large. 2 jours, je suis large. Une journée, tranquille, je réviserai ce soir. Le soir, flemme, je réviserai le matin dans le bus. Et je suis persuadé que je peux... Sauf qu'après, effet boule de neige. Mais il y a des gens, d'ailleurs, il y a une stratégie qui permet justement pour les finishers ou les mecs de la dernière minute ou les nanas de la dernière minute, qui leur permettent d'avancer, parce que très souvent en fait ça peut poser des problèmes. Effectivement tu as des personnes qui sont très bonnes dans la dernière minute, et en l'occurrence moi je me retrouve dans ça, donc je sais vraiment de quoi je parle, mais il est des tâches sur lesquelles la dernière minute c'est pas assez suffisant. Après t'es mort dans le film, t'es même pas mort dans le film, t'es mort dans le scénario. C'est impossible avant que le film commence. Mais tu le savais en fait, t'avais une semaine, t'attends la dernière minute. Il y a un principe qui permet de mettre en fait des espèces de micro deadlines, ce qui nous met la pression en fait à chaque fois sur des tâches à effectuer. Et du coup en fait à chaque fois cette espèce de pression sur des micro deadlines qui te permet de là j'ai déjà fait ça. C'est un peu le principe de découper divisé au max que je donnais tout à l'heure dans les 3 leviers pour vaincre la procrastination. Bien, Nabil, t'attends quoi disponible sur les réseaux? Vous avez lancé cette formation. Exactement. Pour justement combattre la procrastination, donc en présentiel, donc aujourd'hui avec masque. Ouais, avec masque, avec tout ce qui s'ensuit, avec masque, avec café, petit four, du thé, enfin on est la complète. C'est combien de journées pour la formation sur la procrastination? C'est une journée. C'est du matin jusqu'au soir. C'est intensif un petit peu. Après il y a des devoirs à faire à la maison, mais déjà les gens ils viennent, ils repartent, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que quand ils viennent, ils repartent plus avec le même mindset. Bien, WhatsApp Nabil, à bientôt sur Beurre FM, très belle journée. Merci pour l'invitation. Santé.